C'est donc avant tout pour éviter la déflation que les autorités cherchent à atteindre et maintenir un niveau d'inflation modéré. Mais il nous reste à comprendre comment y parvenir. Pour le savoir, penchons-nous sur un premier cas extrême, celui de l'hyperinflation allemande des années 20. La sortie de l'hyperinflation en Allemagne a été très soudaine. Elle s'est opérée en quelques jours, entre le 15 et le 20 novembre 1923. La politique a consisté à faire deux choses. Premièrement, à émettre une nouvelle monnaie en remplacement de l'ancienne. Deuxièmement, à réduire le déficit budgétaire et se mettre d'accord sur la manière dont les dépenses de l'État devaient être financées. L'introduction d'une nouvelle monnaie est une condition nécessaire pour la sortie de l'hyperinflation allemande. Il faut redonner confiance dans la monnaie. Pour cela, il faut créer un choc psychologique chez la population. Ce choc psychologique prend la forme d'un échange physique des anciens billets contre des nouveaux billets. Cet échange implique une division du nombre de zéros qui sont imprimés sur les billets. Concrètement, on va échanger un billet de 20 milliards de Reichsmark contre un billet de 10 Rentenmark. Le deuxième élément important de la stabilisation de l'hyperinflation est s'attaquer aux causes de cette hyperinflation. Et la cause de l'hyperinflation, dans le cas de l'Allemagne, est la possibilité pour les partis de se mettre d'accord sur le financement des dépenses de l'État. Et donc, dans le plan de stabilisation de novembre 1923, il était écrit deux choses importantes. La première était que l'État ne devait plus faire de déficit budgétaire, et que ce déficit budgétaire, au cas où il pourrait arriver, ne pourrait en aucun cas être financé par la planche à billets. D'autres situations d'inflation se sont présentées à la suite des chocs pétroliers de 73 et 79. Les gouvernements ont mis en place des politiques pour casser la boucle prix-salaire. L'objectif est de faire diminuer le taux d'inflation. C'est la désinflation. Un des deux grands types de politiques de désinflation est la politique de limitation de la demande. L'histoire commence avec le premier choc pétrolier de 1973. Nous avons tous les instruments maintenant pour le comprendre, ce choc pétrolier. C'est un choc de matières premières, c'est un choc d'offres. Il implique un appauvrissement de la France vis-à-vis des pays détenteurs de matières premières. Que les Français le souhaitent ou non, il faut qu'ils se serrent collectivement la ceinture. Essentiellement, il y a eu une volonté de modifier la formation des prix et des salaires, en particulier en mettant fin à l'indexation automatique des salaires sur les prix. C'est-à-dire la reconnaissance qu'il n'était pas possible de préserver le pouvoir d'achat des Français face à un choc d'offres. Il y a eu une politique qui a consisté à peser sur la formation des revenus pour casser une logique inflationniste. Depuis le début des années 90, l'inflation est maîtrisée en France. Elle est stabilisée autour de 2%. Un faible taux d'inflation était un des critères de convergence du traité de Maastricht. Aujourd'hui, ce sont les banques centrales qui sont officiellement chargées de la stabilité des prix. Pour tous les pays qui ont adopté l'euro, il s'agit de la Banque centrale européenne. Son objectif est de maintenir le taux d'inflation autour de 2% à moyen terme. Pour arriver à son but, elle agit sur le taux d'intérêt. C'est ce que l'on appelle la politique monétaire. Lorsqu'elle augmente le taux d'intérêt directeur, la Banque centrale fait payer plus cher aux banques commerciales l'argent qu'elle leur prête. Les banques, en réaction, vont faire payer plus cher les prêts qu'elles accordent aux entreprises et aux particuliers. Elles vont leur demander un taux d'intérêt plus élevé. Les agents sont alors moins incités à emprunter et donc à investir ou consommer. La hausse du taux d'intérêt a donc des effets directs sur les crédits et l'activité. La diminution de la demande fait alors pression à la baisse sur les prix.